palmistes pour une séance découverte. Reportage à suivre. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le développement de tous ces titres. À tout à l'heure. À quoi ressemblera ton prince charmant? Envoie Prince au 97 300 et nous te dirons à quoi ressemblera ton futur mec. Que fait-il dans la vie? Est-il plutôt grand ou musclé? Timide ou romantique? Envoie Prince au 97 300. Hey! Hey! Ah bravo mec, hein, t'étais bon. Ah ouais, c'était drôle? Non, enfin c'était pas à mourir de rire quoi, mais toi t'étais bon. Et puis surtout, si j'avais su qu'ils faisaient un prêt pour aider les jeunes, j'aurais pas été obligé de faire une pub LCL. Surtout que tu t'es fait démolir sur les réseaux. Ouais, ils sont un peu tendus. Joue bien! Merci. Je t'en prie! En ce moment avec LCL, le crédit conso est à 1% jusqu'à 20 000 €. LCL, demandez plus à votre banque. Ogo Optique, votre opticien conseil, vous présente la météo. Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV. À un grand plaisir pour moi de rencontrer les autres. Au soit là, c'est le bulletin flash, c'est parti. Le niveau de vigilance pour nous est au vert sur notre vue satellite. On remarque que la ZIC, la zone intertropicale de convergence, n'est pas très active actuellement au-dessus de notre Guyane. Ce soir et la nuit prochaine, le temps est plutôt calme de façon générale au-dessus de nos terres. À partir de demain, eh bien, les choses se gâtent car demain, cette journée sera plutôt dégradée. Température prévue du côté de Cayenne, 28 degrés, et également du côté de Regina. C'est la fin du bulletin court dans un instant. Kessie Weshoff vous présente la grande tranche d'informations locales et régionales et le volet national. Quant à moi, je vous retrouve juste après, à 19h50 pour votre bulletin météo détaillé sur ATV Guyane, votre télé. À tout à l'heure. Ogo Optique, votre opticien conseil, vous a présenté la météo. Le 13 novembre 2015, des terroristes viennent de commettre une série d'attentats qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Une heure à peine après l'assaut final, le président décide de se rendre sur place. Ce n'est pas raisonnable. On n'emmène pas le président sur un lieu d'attentat lorsque la scène est encore qualifiée de chaude. Attirer l'attention ainsi, c'est complètement contre nature. Personne ne pense comme ça. En exclusivité, les hommes du président français et américain nous dévoilent leur quotidien hors du commun. Qui sont ces hommes? Comment sont-ils formés? Comment préparent-ils leurs interventions? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour leur mission? Service secret, unité d'élite. Les hommes du président, ce dimanche à 20h, dans les docs de l'info sur ATV Guyane. À la une, Éric Molinière, haut-reine de l'UTG Santé. Son élection s'est tenue à huis clos ce matin. Il succède ainsi à Patricia Saïd et entend poursuivre le travail entamé à l'hôpital de Cayenne. Un séminaire sur les bienfaits et les dangers de l'Internet. Pendant plusieurs jours, des acteurs de l'éducation et des spécialistes se rencontrent pour en parler et tenter de mieux comprendre l'intérêt des jeunes pour l'outil. Exemple au campus de Troubiran cet après-midi. Enfin du sport avec l'initiation d'écoliers de Cayenne au beach volleyball. Ce matin, les élèves de l'école Gaëtan Hermine ont profité du sable installé sur la place des Palmistes pour une séance découverte. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. Éric Molinière succède à Patricia Saïd à la tête de l'UTG Santé. Le nouveau secrétaire général a été élu ce matin et se dit prêt à prendre la main. Après avoir été préparé par sa prédécesseure, il entend poursuivre le travail entamé au centre hospitalier de Cayenne. Mia Pierre. Un tonnerre d'applaudissements pour un travail accompli et un combat qui se poursuit. C'est avec les remerciements de ses camarades que Patricia Saïd cède sa place de secrétaire générale de l'UTG Santé.
Son successeur, Éric Molinier, entend bien poursuivre le travail entamé, et ceci avec le même dynamisme. C'est continuer le travail qu'elle a fourni, et d'être toujours l'UTG Santé, de fonctionner dans la transparence et que tout le monde respecte ses engagements. Je suis secrétaire du CHSCT, j'ai un assez long parcours avec le syndicat et ça fait quelques temps que Patricia a déjà commencé à avoir sa succession. Aujourd'hui, il était temps. Aujourd'hui, c'était le bon heure, c'est le bon moment pour la remplacer, pour la soulager. Les jeunes arrivent, on a un bureau très jeune, on va essayer de faire comme elle a fait, peut-être mieux que ce qu'elle a fait. Ce sont pour la plupart de nouveaux visages qui ont fait leur apparition au bureau de l'UTG Santé. Des visages jeunes qui doivent désormais se faire une place. La camarade Patricia Saïd a su bien sûr former les jeunes, donc je tiens à la saluer pour ça. Je suis au sein du CHAR depuis 2010, j'ai intégré le syndicat depuis 2011 et je me suis tout de suite mise à la tâche puisque j'ai tout de suite été membre du bureau. Je suis membre du CHSCT et du CTE. Donc je pense que c'est un outil, l'UTG Santé du CHAR, c'est un outil important que chaque travailleur doit saisir car c'est un outil qui œuvre pour l'intérêt général. Le schéma sanitaire et social en Guyane est tel qu'on a vraiment beaucoup de luttes à mener pour pouvoir faire en sorte d'offrir une offre de soins de qualité à la population. Tous s'accordent à dire que la vie de syndicaliste est loin d'être un long fleuve tranquille. Parmi les grands combats de l'UTG Santé, un CHU pour la Guyane, un centre hospitalier pour Saint-Georges et un autre pour Maripasoula. Les salariés de la régie communautaire des transports en ont assez. Ils déplorent de mauvaises conditions de travail et souhaitent du changement. Après de nombreux mouvements sociaux improductifs l'année dernière, notamment, cette fois, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la CDTG, réclament l'intervention d'un expert, un dispositif refusé par la présidente de la CACL. On écoute tout de suite des représentants du CHSCT et du syndicat au micro de Mia Pierre. Je pense qu'un expert pourra déterminer les causes de tous les problèmes que nous rencontrons sur ce réseau. Puisque la direction n'arrive pas à remonter ou à trouver des solutions, en tous les cas, ou à donner des signaux, du moins. Et donc, l'expert pourra dire exactement là où il faudra agir, là où il faudra prendre des décisions. Nous, c'est ce que nous voulons en tous les cas. Nous sommes déterminés à obtenir l'intervention de cet expert dans les plus brefs délais possibles. Donc, bien sûr, nous allons continuer à écrire partout où quelqu'un a encore pouvoir pour essayer d'influencer les choses, mais nous préparons, c'est certain, un conflit, un préavis de grève. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas laisser les agents de la RCT, mais aussi ceux du siège qui patiemment attendaient qu'on puisse régler le dossier prioritaire. Nous allons remettre tous les dossiers concernant l'agglo à l'ordre du jour. Nous vous en parlions en début de semaine, le schéma d'aménagement régional a été validé en Conseil d'État. Nouveau plan de grands projets pour les 30 prochaines années en plusieurs axes, entre autres la santé, l'accès à l'eau potable, le désenclavement, le logement ou encore l'environnement. Nous recevons pour en parler la troisième vice-présidente de la CTG, Isabelle Patient. Bonsoir. Bonsoir Madame Aouishop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez donc présenté ce SAR, voté avec la région, l'ex-région en octobre dernier. Tout d'abord, comment, ou plutôt pourquoi cela a mis autant de temps à se mettre en place? Effectivement, puisque le SAR existant, qui était en vigueur, datait de 2002. À l'époque, l'ancienne majorité régionale l'avait mis en révision dès 2003. Mais malheureusement, les tentatives de révision de 2007 et de 2009 avaient échoué parce que le préfet local avait retoqué ces documents pour des questions environnementales. Il avait estimé que des choix n'étaient pas suffisamment justifiés. Et donc notre majorité à la région, donc à l'époque, en 2011, nous avons dû remettre ce SAR en révision pour avoir un nouveau projet pour la Guyane et surtout un document de référence pour tous les documents d'urbanisme de rang inférieur, tels que les PLU, les cartes communales ou les SCOT. Et donc ça a pris un processus de 5 ans, mais parce que nous avons tenu justement à associer non seulement la population à travers l'enquête publique, mais également toutes les organisations professionnelles, telles que la CGPME, le MEDEF, les MPI, la FEDOM, et aussi les collectivités, bien évidemment, pour arriver à avoir un document partagé qui soit justement un vrai projet pour la Guyane. Donc plusieurs années de travail jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année. Alors, en clair, qu'est-ce qu'il est prévu pour ces 30 prochaines années dans le SAR ?
C'est un document de 500 pages, donc vous le résumez. Tout à fait. 479 exactement. Oui. Donc vous le résumez, ce sera compliqué. Quoi qu'il en soit, on va dire un élément qui parle à tout le monde, l'armature vière, en tout cas toutes les routes qui sont prévues, notamment les axes dont on a déjà parlé, l'aménagement des RN, l'augmentation de la capacité pour fluidifier la circulation, mais surtout, je dirais, le désenclavement de la Guyane, la reconquête de l'intérieur de la Guyane et la reconquête du fleuve. On peut prendre justement quelques exemples, si vous le permettez, en termes d'infrastructures routières. On évoque Saül et Maripasoula qui seraient enfin reliés par une piste, et ça fait longtemps que c'est en travail déjà. Oui, c'était déjà un projet qui date, d'ailleurs même mon père m'en parlait, d'ailleurs quand j'étais jeune, de la reconquête de Saül, enfin du moins de la conquête tout court de Saül par la route. Et là, justement, cette voie est inscrite, elle a été validée, non sans peine, parce que l'autorité environnementale n'était pas forcément d'accord, mais finalement c'est un choix qui est nécessaire pour non seulement après asseoir un développement économique, parce qu'il ne s'agira pas de réaliser une route pour réaliser une route, mais derrière vraiment de travailler avec le monde économique pour mettre en place un véritable projet, que ce soit en termes d'agriculture, biomasse, pour la mine, les mines d'ailleurs, pas que l'orifère. Le désenclavement finalement. Désenclavement pour pouvoir valoriser et même sur, je dirais, la recherche, parce que c'est vraiment le poumon de la biodiversité, et donc pour pouvoir avoir accès à ces données-là plus facilement, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Alors, il est aussi question de pont, celui de Kourou et celui de Cayenne. Alors, doublement, effectivement. Alors, à quel moment on va se lancer dans ces projets-là? La priorité, on va dire, celui qui est actuellement en cours de débat avec le gouvernement, c'est le doublement du pont de Larivot, puisque nous avons le projet du doublement de la RN1 entre justement Balata et Soula dans un premier temps, puis Tonat, et à plus long terme vers Kourou. Et donc forcément, il faudra dans le contrat de plan actuel, ce n'est que la portion jusqu'à Soula, mais c'est jusqu'à 2020, et le SAR c'est 2030. Il nous faudra aussi trouver d'autres pistes de financement dans les futurs contrats de plan, dans les futurs programmes opérationnels, mais également, oui. Justement, on va en parler dans quelques instants, les financements, mais avant de finir là-dessus, concernant la question de la santé, l'accès à la santé, on parle de la création d'un CHU à Cayenne qui figure au programme. Alors, ce n'est pas qu'une question de mur finalement, il va aussi falloir qu'il y ait des professionnels et des étudiants qui puissent y travailler. C'est sûr, mais aujourd'hui, si vous voulez, le SAR est un facilitateur. D'inscrire ces éléments-là, ça permet de mieux négocier aussi après avec le gouvernement. Ce sont des éléments qui ne dépendent pas que du local, il y a une partie du national, et aujourd'hui, ce SAR, il aura valeur de décret. Donc forcément, pour être entendu, tous les éléments qui figurent dans ce SAR, qui ont été validés, seront plus facilement, on pourra plus facilement les obtenir. Tout à fait. Alors on prévoit également 50 000 hectares supplémentaires, on parle agriculture, pour les agriculteurs de Guyane. Quel est l'objectif finalement de cette avancée-là, 50 000 hectares de plus pour la Guyane? C'est le doublement en fait de la surface agricole utile d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est, comme on l'a toujours dit, d'arriver à, on va dire, une autosuffisance alimentaire en Guyane. Aujourd'hui, quand on voit la couverture selon les filières, on a des filières, on est très bon, le maraîchage, l'élevage. Mais par contre, quand on voit les volailles, on a un petit problème. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à installer l'autonomie finalement. Voilà, une autonomie et surtout ouvrir ces espaces et les aménager derrière. Parce que c'est surtout ça qui importe, et donc on évoque les fermes clés en main qui permettraient à des agriculteurs d'être installés de manière plus facile. Toujours dans les projets, le SAR donne également la priorité aux énergies renouvelables, mais comment ça va se traduire finalement? Là, il y a d'autres documents qui viendront en complémentarité du SAR, notamment la PPE qui est en cours d'élaboration. Justement, cette PPE, jusque-là, ne favorise pas spécialement les énergies renouvelables. Ah si, justement, on évoque surtout le seau, un nouveau seau qui devrait être construit. Oui, effectivement, il y a le second barrage, mais qui est une alternative. Il y a d'autres pistes. Le barrage est une des options. Il n'est pas encore choisi, parce qu'il n'y a pas encore eu de débat encore large avec toute la population. Donc toutes les pistes actuellement sont aussi à l'étude pour arriver aussi à une autosuffisance, on va dire, énergétique en Guyane. Parce que sans énergie, on n'aura pas de développement économique. Autre point important quand même, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane, élaboré par l'État en 2011, l'emporte en fait sur le SAR. Donc finalement, la CTG est donc tributaire de ces recommandations. Exactement, puisque nous avions effectivement introduit un contentieux à l'époque à la région contre le SDOM pour dénoncer justement cet état de fait, puisque c'est un document sectoriel qui ne porte que sur le minier, qui venait suppléer un document qui a pour vocation de couvrir tous les champs d'aménagement de la Guyane. Finalement, le Conseil d'État nous a donné tort. Et nous avons donc pris en compte ce SDOM. Et aujourd'hui, on n'a pas contraint l'activité minière, simplement dans les zones où il y avait de l'activité, de l'urbanisation, on n'a pas ouvert non plus à l'orpaillage, ce qui est normal, aux miniers. Mais en tout cas, on a forcément dû être restreint. On n'a pas pu ouvrir, on va dire, de nouvelles zones. Alors, ce qu'on aurait souhaité réellement, c'était de pouvoir ouvrir des zones qui aujourd'hui ont été identifiées comme ayant un potentiel minier non négligeable. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Ça implique quand même que si jamais il y a des recommandations du SDOM qui tombent contre celles du SAR, ce sera quand même le SDOM qui va l'emporter. Actuellement, la loi est ainsi faite. Alors, tous ces projets sont pour la plupart attendus depuis bien longtemps. On parle des ponts, on parle des routes. Mais d'où viendront les fonds nécessaires? Vous commenciez à en parler tout à l'heure. Actuellement, il y a déjà une partie des
des équipements qui sont inscrits dans le SAR, qui sont financés dans le cadre du contrat de plan État-région, d'ailleurs qui doit être révisé, également dans la maquette des fonds européens. Et bien évidemment, ces contrats de plan finissent en 2020. Or, le SAR, son horizon, c'est 2030. Donc il faudra renégocier d'autres maquettes financières pour financer, mais également trouver des partenariats. Des partenariats, je pense aux partenariats public-privé, notamment la route de Saül, arriver à voir comment on pourrait la monter, pas forcément que sur des financements publics. Donc ce sont des choses, et là il nous incombe maintenant de le mettre en œuvre intégralement, et pour cela on va mettre en place un comité de suivi justement de la mise en œuvre concrète de ce projet Guyane. On va avec tous les acteurs qui ont participé à son élaboration, que ce soit les communes, les acteurs de la société civile et surtout les organismes professionnels. Là on arrive quand même à plusieurs milliards, alors oui on est à l'horizon 2030, mais alors, finalement est-ce qu'on arrive à chiffrer de tels projets pour la Guyane? Il y a une partie des projets routiers en tout cas qui a été chiffrée. Je vous avouerai que tous les projets n'ont pas encore été chiffrés et ça fera l'objet d'études plus fines par la suite. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de garantir leur réalisation parce que je dirais qu'ils sont nécessaires. Tous les projets qui sont dans le SAR sont nécessaires parce que la population va doubler et aujourd'hui, on doit construire, je dirais, presque une deuxième Guyane. Donc, on est condamné à réussir. Et aujourd'hui, on est quand même assez en difficulté. On se souvient, il n'y a pas longtemps, la CTG qui a dû lutter pour que l'État soutienne simplement un prêt. 53 millions, c'est peu par rapport à tous les projets. Est-ce que vous êtes optimiste finalement? Je reste optimiste parce qu'aujourd'hui c'est une première étape, 53 millions face à 100 millions qui doivent être débloqués chaque année. Mais surtout je n'oublie pas qu'il y a un pacte de confiance qui doit être signé par le gouvernement et celui-ci est estimé à 1,5 milliard et donc qui permettra de couvrir bon nombre de besoins de la Guyane. Et au-delà, l'exploitation aussi de nos ressources va nous rapporter aussi de l'argent. Ces ressources ne sont pas encore complètement exploitées aujourd'hui, elles sont au stade quand même malheureusement embryonnaire. Et l'idée, c'est d'arriver aussi à dégager du territoire de l'argent pour notre aménagement. Toujours en parlant d'argent, le 28 mai, la CTG doit voter son budget. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend avec cette validation du schéma d'aménagement régional. Est-ce que les choses vont être modifiées? Non, aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des éléments dans la maquette budgétaire qui reprenaient déjà des voiries ou des équipements qui étaient inscrits donc, dans le SAR. Donc ça ne change pas, puisqu'aujourd'hui, on avait commencé déjà à le mettre en œuvre. Donc il n'y a pas d'incidence sur le budget de cette année 2016. En revanche, c'est clair qu'il va orienter largement notre programmation pluriannuelle d'investissement, donc tous les investissements que nous devons faire sur le territoire guyanais. Et on suivra ça bien sûr de très près. Merci beaucoup Isabelle Passion d'avoir été avec nous. On poursuit avec ce séminaire que je vous annonçais au campus de Troubiran pour réfléchir aux bienfaits et aux dangers de la toile, mais surtout son utilisation par les jeunes. Depuis lundi jusqu'à la fin du mois, de nombreux ateliers et conférences se penchent sur la question. Cet après-midi, des professionnels de l'enfance étaient invités à y réfléchir. Regardez. Je navigue, tu chattes, il publie. Voilà comment se conjugue Internet auprès du jeune public. Un outil d'ouverture sur le monde qui souvent peut comporter des risques graves, tels la radicalisation islamiste. J'ai proposé un atelier particulier sur une forme de prédation qui est véhiculée par le média Internet, par les réseaux sociaux, souvent aussi par certains jeux vidéo, derrière lesquels se cachent des manipulateurs dont le but est de recruter des jeunes occidentaux pour les amener à quitter leur cadre familial pour se rendre sur les sites de combat du djihad, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie. Le harcèlement moral est lui aussi facilité par Internet. En un clic, une histoire qu'on voulait secrète est rendue publique. C'est un outil formidable puisqu'il peut justement en un clic nous permettre d'aller à l'autre bout du monde, mais nous ignorons malheureusement que nous laissons souvent notre identité numérique sur tous les sites auxquels nous nous connectons et que ça peut être utilisé contre nous. Nos photos que nous laissons peuvent être maquillées, détournées de leur sens premier. Ce séminaire est aussi destiné à mettre les professionnels de l'éducation à la page. À travers des ateliers pratiques, ils apprennent les notions de traçabilité numérique ou de droit à l'image. Il y a certains points où c'est vrai que ça va très très vite au niveau des outils qui sont utilisés pour Internet. Donc avec les nouveaux outils comme Snapchat et le dernier, je ne l'ai plus en tête. Donc c'est vrai que ça va très vite et c'est à nous de nous adapter et puis de nous informer pour justement sensibiliser ensuite les élèves, les collégiens, les lycéens dans les établissements scolaires. Le séminaire éduqué à l'Internet responsable se poursuit jusqu'au 28 mai prochain.
Tout autre chose à présent au Brésil. Vous le savez, Dilma Rousseff est suspendue de ses fonctions suite au vote des sénateurs hier. Accusée d'avoir maquillé les comptes publics, la présidente est ainsi écartée du pouvoir pour au moins 100 jours, enfin pour maximum 100 jours, et dénonce, elle, un coup d'État. Mais quel regard les ressortissants brésiliens en Guyane portent-ils sur ce choc politique? Nous leur avons posé la question. Je ne sais pas si elle a réellement volé ou pas pour avoir des votes. Mais je pense que ce qu'elle a fait pour les Brésiliens et pas pour elle-même. Elle a reçu ce qu'elle a mérité, c'est tout. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est tordue, elle s'est trompée, elle a fait des choses qu'elle n'a pas bien gérées, tu vois. Elle n'a pas bien administré, elle n'a pas bien géré. C'est mieux qu'elle s'en aille, car elle n'a rien fait de bon pour les Brésiliens. Beaucoup de gens disent le contraire, mais moi je pense que non. On devrait mettre quelqu'un d'autre à sa place pour améliorer les choses, surtout en ces temps de crise. Restez avec nous dans quelques instants, nous irons en Guadeloupe à la découverte des talents de l'école régionale de la deuxième chance. Et puis nous verrons l'initiation au beach volleyball avec des écoliers de Cayenne sur la place des Palmis ce matin. Mais avant cela, c'est une nouvelle application mobile réservée aux personnes porteuses de handicap mental. Auto est un nouveau compagnon pour favoriser l'autonomie de ses utilisateurs et c'est un porte-monnaie élaboré par une Martiniquaise, un porte-monnaie virtuel qui permet notamment de faire ses courses tout seul et de payer en toute simplicité. Guy Raphaël René. Atteinte de trisomie 21, Audrey est en train d'enregistrer la somme dont elle dispose en espèces dans l'application qui l'aidera à payer ses achats. D'ordinaire, elle est toujours accompagnée de sa mère dans tout ce qu'elle fait à cause de son autonomie réduite. Mais aujourd'hui, pour les petits achats, elle pourra compter sur son porte-monnaie virtuel. Je vais aller manger, je vais demander à madame, je mets un morue de jambon et des poneys. Et après, j'achète un jus et après je vais aller travailler. Pour ses premiers pas avec l'application, elle est assistée par sa conceptrice qui est aussi spécialiste des troubles des fonctions cognitives. Bonjour. Bonjour madame. J'ai acheté un pain scolaire. Bien sûr. Auto, OTO, c'est le nom de l'application. Elle est destinée aux personnes ayant des difficultés avec le calcul mental. Une fois le montant de son pain au chocolat enregistré, l'application affiche les pièces à fournir aux commerçants. Elle permet aussi à l'utilisateur de gérer précisément son budget. C'est une application qui dit réellement ce que l'on a dans son portefeuille. Donc si on a dépensé de l'argent de son portefeuille, c'est clair qu'il y a un reste. Et l'application fait des déductions et dit simplement ce qui reste dans le portefeuille effectivement. Donc lorsque l'on fait un achat et qu'il y a du rendu, l'application va justement permettre de rentrer ce rendu qui nous a été donné par le caissier et la caissière. Spécialiste des troubles cognitifs, Sophie Guiteau encadre des autistes. C'est son expérience avec ce public qui a inspiré son invention. Ces personnes-là, effectivement, par exemple, si on leur demande « donne-moi 5 €, elles vont récupérer 5 pièces tout azimut sans véritablement vérifier la valeur de l'argent. Or, ces personnes-là grandissent, 19, 20 ans, 21 ans, elles vont dans des structures professionnelles où elles gagnent, elles sont amenées à être travailleurs handicapés, elles gagnent de l'argent. Je pense que pour la dignité humaine, pour l'autonomie sociale et personnelle, et puis cet acte citoyen qui est de participer à l'économie d'une société, je pense qu'il est intéressant pour elles de pouvoir faire cet acte tout seul. Moi j'aime bien, moi je suis contente. Oui, moi j'ai déjà payé. Une application 100% martiniquaise développée par l'entreprise Autonomie qui, comme les 460 entreprises du réseau de la Fédération des très petites entreprises de Martinique, a bénéficié d'un accompagnement particulier. C'est un projet qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de sens. Et c'est la raison pour laquelle, un projet innovant, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir Madame Guiteau dans cette belle initiative. C'est également un projet qui a une grande utilité sociétale. Parce qu'accompagner des personnes en situation de handicap, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui revêt une grande importance pour la société.
L'application est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle pourrait s'étendre à d'autres publics comme les enfants pour l'apprentissage de la monnaie. On se dirige vers la Guadeloupe à présent avec ce défilé de jeunes talents à l'école régionale de la deuxième chance. L'établissement tenait hier une journée porte ouverte, l'occasion pour les stagiaires de la structure de faire connaître leurs activités. Un événement parrainé par un artiste de la place, le chanteur Dali. Isabelle Amo. Ces stagiaires ont du talent. À travers différents stands, ils ont pu dévoiler leur création au grand public pour certains. D'autres, comme Aurélie, ancienne étudiante de l'établissement, a dressé ici son atelier de manucure. Après avoir été encadrée par une équipe pour trouver une formation dans ce domaine, elle est aujourd'hui prothésiste ongulaire. Aujourd'hui, je suis venue ici pour un peu partager mon domaine avec les autres, montrer ma vraie passion et puis je pense la développer en continuant avec sûrement des formations. Vraiment, les prothésistes ongulaires, on ne fait rien dans ce qui concerne les soins. Nous, on se charge uniquement de l'embellissement de l'ongle, c'est-à-dire tout ce qui est vernis et motifs, enfin que ce soit joli. Cette journée porte ouverte a permis à l'école de la deuxième chance de démontrer la réussite des jeunes dans leur parcours. Il y a un travail qui a déjà été fait par le passé et qu'il y a des jeunes qui ont réussi dans leur parcours au travers de leur passage à l'école de la deuxième chance, des jeunes qui ont créé leur activité, des jeunes qui ont été employés dans des entreprises, qui ont démontré leur capacité au travers de ce passage, parce que malheureusement, quand on dit école de la deuxième chance, c'est forcément parce qu'il y a eu un raté dans le cadre du parcours dit classique, mais on doit pouvoir démontrer qu'une fois encadrés, accompagnés et qu'on arrive à construire avec eux ce projet professionnel, que ces jeunes deviennent aussi des acteurs du développement économique de la Guadeloupe. Grâce à l'école de la deuxième chance, j'ai postulé pour un poste d'agent de prévention contre la lutte anti-Zika. J'ai obtenu un rendez-vous au mardi qui vient. Je pense signer peut-être pour être agent de prévention. J'ai pu découvrir 3 métiers que j'affectionnais et c'était enrichissant. Des structures comme celle-ci, il en existe 3 en Guadeloupe. Un chiffre insuffisant compte tenu de la forte demande de formation. Donc il aurait fallu qu'il y ait encore plus de sites comme l'école régionale de la deuxième chance, parce que clairement pour ce que j'ai vu, de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font déjà, il en manque vraiment, parce que c'est action-réaction. Il y a vraiment des projets, ils sont friands aussi de projets, et les jeunes ressortent de là grandis, et au niveau de la dynamique en elle-même, ça leur donne envie de bosser. Ils reprennent confiance en eux et reprennent confiance au système. L'école de la deuxième chance a un taux de réussite de 65%. Leur objectif serait que 50% des jeunes sortent de la structure avec un emploi. Énergie à présent avec les offres Agir Plus d'EDF, des initiatives pour favoriser les économies d'énergie chez les particuliers. EDF renouvelle sa campagne pour un éclairage moins gourmand en énergie. Des ampoules LED qui seront vendues à 4 €. Elles sont 80 000, qui consomment 6 fois moins et qui ont une durée de vie de 10 ans. On écoute à ce propos le directeur régional au micro de Xavier Paul Lepelletier. Je voulais d'abord vous dire que parmi toutes les missions de l'entreprise, celle d'aider nos clients à mieux consommer, à faire des économies d'énergie est certainement l'une des plus belles. C'est pour ça qu'on a décidé d'enrichir notre gamme d'offres Agir Plus par une nouvelle campagne autour de l'éclairage performant en lançant la toute première campagne promotionnelle de LED, donc des diodes électroluminescentes sur la Guyane, donc des produits qui sont vendus à 4 € et qui ont des caractéristiques remarquables. Donc elles consomment 6 fois moins que les lampes à incandescence classiques. Elles durent 10 fois plus longtemps et elles ont également une qualité d'éclairage tout à fait remarquable. Donc elles sont disponibles auprès de notre réseau de partenaires, 78 points de vente sur le territoire et c'est facilement reconnaissable au travers notamment de cet autocollant Agir Plus EDF. À vos agendas, ce samedi, l'association des anciens élèves du lycée professionnel agricole organise une rencontre thématique sur l'agriculture d'antan et d'aujourd'hui. À l'occasion, plusieurs anciens agriculteurs raconteront leur vécu et partageront leur savoir-faire. Une rencontre qui se tiendra à partir de 9 h à la CTG. On écoute un membre de l'association au micro de Caroline Alcide. L'association réalise des réunions thématiques. La thématique de cette fois-ci, ce sera de réunir l'ensemble des personnes qui veulent bien apprendre pour réentendre l'histoire de l'agriculture guyanaise, d'où elle est partie, parce que c'est une agriculture qui a tout simplement une quarantaine d'années, alors qu'en France métropolitaine, par exemple, l'agriculture a plus de 200 ans. Donc il est important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va, et surtout comment faire avec une population qui va doubler, avec une population informée aussi, au niveau de la jeunesse notamment,
Et l'agriculture nous paraît incontournable, donc nous prenons notre part. Mais l'important pour nous aussi, c'était de permettre d'écouter, d'entendre et d'enregistrer les cadres de l'agriculture guyanaise qui ont participé aux premiers chantiers, premiers travaux, premiers grands dossiers de développement agricole et d'élevage en Guyane. Il faut savoir qu'au début, c'était une agriculture traditionnelle qui perdure aujourd'hui, mais qui était essentiellement pour faire nourrir la famille, dans les communes notamment, et de subsistance. Aujourd'hui, cette agriculture-là, nous pensons vraiment qu'il faut la maintenir, mais il y a eu aussi l'arrivée de l'agriculture moderne, avec la modernisation de l'exploitation agricole, l'arrivée de machines. L'association attend toute la population guyanaise. Nous réalisons cette manifestation à la CTG. Nous souhaitons vraiment que les anciens élèves se mobilisent avec la population guyanaise, parce que pour nous, il est important de faire partager notre cursus de formation avec ceux qui aujourd'hui sont en formation au lycée agricole et qui vont devoir affronter encore plus que nous les défis de demain au niveau du peuple guyanais qui doit se construire. Je vous l'annonçais en titre, déjà 3 semaines que la place des Palmistes joue les bords de mer avec la plateforme de sable et ses terrains de beach volleyball qui y sont installés. Et notre sélection de la discipline n'est pas la seule à en profiter. Ce matin, plusieurs écoliers étaient invités pour se matcher dans le sable. Jonathan Larayo a suivi l'initiation des enfants de l'école Gaëtan Hermine. Regardez. Le soleil pèse lourd à la place des Palmistes. Mais ce n'est pas ce qui arrête les élèves venus s'essayer à un sport un peu particulier, le beach volleyball. La manchette se fait avec l'avant-bras. La partie de l'avant-bras, avec le pied droit devant et le coude verrouillé. Et pour beaucoup, c'est une première. Les élèves tentent de réaliser leur première passe et manchette. Et très vite, ils comprennent que maintenir la balle en l'air sans qu'elle ne tombe à terre n'est pas un exercice facile. Oui, j'ai déjà vu à la télé, je suis déjà allé voir un match. Et je voudrais continuer à faire et surtout gagner. Mais je regardais à la télé, mais je ne connaissais pas encore. Un peu difficile quand même. Il faut utiliser les mains et ça fait mal. Donc, comme je trouvais qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer cette activité-là, le beach volley, donc c'était une bonne occasion pour eux de découvrir cette discipline-là avec un éducateur qui est spécialisé dans justement ce sport. 3 semaines déjà que le centre de la place des Palmistes a été transformé en vrai beach arena. Ce sport olympique a été au centre des attentions ces dernières semaines, avec les performances de la sélection guyanaise à la Continental Cup. Nous avons vu qu'on avait en fait des problèmes au niveau des licenciés qui malheureusement n'ont pas eu une école approfondie par rapport au volley. Donc on a préféré commencer avec les jeunes pour qu'ensuite ils puissent découvrir la structure, le sport en lui-même, et puis par la suite évoluer et puis qui sait être des candidats aptes pour des qualifications un peu plus élevées. Voilà. La Reine de Sable sera présente aux Palmistes jusqu'à la fin du mois de mai. D'ici là, plusieurs autres écoles viendront taper la balle. Ainsi s'achève votre journal. Tout de suite, le rappel des titres. Éric Molinière, Haut-Rhin de l'UTG Santé, son élection s'est tenue à huis clos ce matin. Il succède ainsi à Patricia Saïd et entend poursuivre le travail entamé à l'hôpital de Cayenne. Un séminaire sur les bienfaits et les dangers de l'Internet. Pendant plusieurs jours, des acteurs de l'éducation et des spécialistes se rencontrent pour en parler et tenter de mieux comprendre l'intérêt des jeunes pour cet outil. Exemple au campus de Troubiran cet après-midi. Enfin du sport avec l'initiation d'écoliers de Cayenne au beach volleyball. Vous venez de le voir, ce matin, les élèves de l'école Gaëtan Hermine ont profité du sable installé sur la place des Palmistes pour une séance découverte. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée, bon week-end et à lundi. Le PSG est donc orphelin ce soir.